vous restez avec nous, Madame la Commissaire européenne, et je demande à François-Xavier Albouy, Nicolas Bouzou, Francesca Colombo et Françoise Grossetête de venir à la table pour le débat « La santé, un déterminant pour plus d'Europe ». Est-ce que j'ai mis les lunettes? Asseyez-vous. Je ne sais plus si j'ai mis. Très bas. Allez. Tout va bien, Nicolas? Le portable est éteint? Non. Je crois que c'était moi qui étais là. Allez-y, Madame Grossetête. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc à moi qui ai choix d'honneur redoutable d'ouvrir le premier débat de cette édition 2018 de CHAM. Alors, vous allez avoir beaucoup de thématiques qui vont être abordées pendant ces 2 jours, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec Guy que ce premier débat serait l'occasion plutôt d'ouvrir des champs de réflexion. Pour poursuivre la métaphore agricole, je dirais qu'il s'agit de planter le décor et de semer quelques graines qui, nous l'espérons, vont pousser pendant ces 3 jours et demi, ces 3 demi-journées de travail. Françoise Grossetête, bonjour. Alors, autant l'image de l'Europe est bonne dans certains domaines, je songe par exemple à Ariane ou à Airbus, autant dès qu'on parle de santé, c'est plutôt une méfiance générale qui domine. C'est-à-dire que l'Europe serait au mieux inutile, au pire aux mains des lobbies, de la chimie ou de l'industrie pharmaceutique. Pourriez-vous nous donner un exemple précis de l'apport de l'Europe dans le domaine de la santé? Alors vous avez raison, malheureusement, et c'est très vrai en France, personne n'imagine le rôle important que l'Union européenne et la valeur ajoutée que l'Union européenne apporte justement dans le domaine de la santé. Et c'est très regrettable parce que je suis persuadée que l'avenir de la santé sera européen ou bien alors il ne sera pas. Tout simplement, et Maria Gabriel nous a bien expliqué les raisons de cette nécessité de travailler ensemble. Alors, j'ai quelques exemples à vous donner. Par exemple, les réseaux européens de référence qui ont été mis en place et qui sont labellisés par la Commission européenne dans le cadre des traitements et de la recherche apportée sur les maladies rares. Aujourd'hui, il y a 24 réseaux européens de référence qui ont été labellisés par la Commission européenne et qui concernent 300 hôpitaux dans l'Union européenne et qui facilitent donc l'accès des patients à l'information, au traitement et qui permet une meilleure coordination au niveau de la recherche. Tout ceci est fondamental. Il y a d'autres exemples. Il y a aussi la coordination au niveau de la collecte des big data. On le sait. Aujourd'hui, on a des milliers, alors Nicolas Bouzou nous le dira, des milliers d'informations qui arrivent. Oui. Et c'est important non seulement de collecter ces informations, mais d'en extraire la connaissance. C'est cela qui est fondamental. Et c'est ce que nous devons faire, et cela ne peut se faire qu'au niveau européen. C'est à ce moment-là qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en commun cette volonté de travailler ensemble. Or, cette volonté, malheureusement, elle est très rare encore, trop rare. Et en France, il y a beaucoup de suspicions. Mais on le comprend parce que déjà, quand on sait les querelles de chapelle qu'il peut y avoir d'un établissement hospitalier à un autre, y compris dans une même métropole, quand on sait les réticences de l'administration, des autorités de santé à faire connaître. On est tellement habitué à un certain train-train administratif. On n'a pas envie de se remettre en question. Mais tout ceci, c'est très grave, tout simplement parce que le monde va très vite et que les mois, les années que nous perdons, eh bien, c'est perdu pour nos patients. Merci. Francesca Colombo, bonjour. Bonjour. On a dit pendant très longtemps que la France avait le meilleur système de santé au monde. Et puis que depuis quelques années, on dirait que ce serait non pas le pire, mais l'un des plus mauvais. La réalité est sans doute comme souvent entre les deux. Est-ce que vous pourriez justement nous donner un exemple de ce que la France réussit mieux que ses voisins? Et puis par souci d'équilibre, peut-être un petit exemple d'un endroit où la France réussirait moins bien que ses voisins. Oui, en général, effectivement, la France a un système de santé assez bien performant. On ne dit pas que c'est le meilleur au monde. C'était l'OMS, ce n'était pas l'OCDE qui le disait. Mais bon, quand même un système bien performant. Donc il faut le dire, il faut le reconnaître. Où la France fait bien, et parfois il y a un débat qui devrait être un tout petit peu relativisé, la question de l'accès aux soins. La France, en termes de reste à charge, par exemple pour les patients, c'est un des pays avec les plus bas restes à charge. Donc en fait, on a une couverture assurantielle qui est assez positive, qui est assez large et qui permet effectivement de réduire extrêmement ce qui reste à charge des enfants, de la population. Bien sûr, il y a des disparités régionales. Cette disparité
en termes, par exemple, de densité des médecins et tout ça, ils ne sont pas forcément plus larges ou plus petits par rapport à des autres pays. Bien sûr, après, il faut regarder à la question des renoncements aux soins. Il y en a dans le dentaire, par exemple. Mais encore là, pas plus ou moins qu'on est un peu dans la moyenne des pays plus développés. À la fin, il faut vraiment regarder à la question, pas seulement d'accès, mais des inégalités de santé. Et là, effectivement, si on regarde, par exemple, l'espérance de vie à 30 ans, il y a un gap qui est assez important selon les niveaux d'éducation et qui reste que des murs. Donc, il faut accéder. Donc, bien sur le reste à charge, oui. moins bien sur les inégalités sociales. Une chose qu'on peut regarder aussi en termes de moins bien, c'est la question de l'utilisation d'antibiotiques. Et je voulais souligner ça parce que c'est un enjeu qui est mondial, global, avec des résistances à l'antibiotique qui sont de plus en plus croissantes, même des projections dans le futur qui montrent des scénarios catastrophiques. La France reste parmi les plus consommateurs, les champions de consommateurs après la Grèce, en Europe par exemple. Et de l'autre côté, on a un manque d'innovation. On n'a pas de nouveaux pipelines, de nouveaux antibiotiques qui puissent effectivement faire face. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Merci beaucoup. François-Xavier Albouy, bonjour. Pendant la Révolution, Saint-Just a cette phrase que je trouve très belle. Il a dit « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Est-ce que vous auriez aujourd'hui une idée neuve à nous proposer pour faire avancer l'Europe de la santé? C'est une très belle phrase, surtout venant de Saint-Just, c'est assez d'accord, c'est tout l'intérêt. Je ne sais pas si une idée neuve, peut-être un peu d'humilité, qui est aussi une des voies du bonheur. Et devant cet aréopage magnifique de professions de santé et de fournisseurs de soins, moi, il y a un truc qui m'a frappé dans l'actualité récente, c'est la crise des opioïdes aux États-Unis. Ça a réussi à faire baisser l'espérance de vie, ce qui est quand même hallucinant. C'est dans un des pays où le système de santé, on le critique, etc., mais n'est pas le plus idiot du monde, où les universitaires ne sont pas les plus idiots du monde. Et on a une crise absolument majeure, sanitaire, qui est produite par la médecine, par les médecins, qui en toute bonne foi, prescrivent des médicaments qui vont devenir addictifs et créer ça. Donc moi, la question que je vous poserai, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir une préoccupation majeure de santé publique en Europe? Faut-il la faire à l'échelle européenne? Je le crois. Et faut-il qu'elle soit coercitive? Je le pense aussi. En quoi un citoyen roumain ou un citoyen français ou un Français sont protégés, puisqu'ils ont la médecine la plus intelligente du monde. Mais en dehors de ça, en quoi sont-ils protégés contre ce genre de choses? Donc un peu d'humilité. Un système de santé, c'est évidemment du financement, de la production de soins, c'est aussi des effets compliqués, surtout quand c'est de la médecine de masse. Et là où je vous rejoins, c'est qu'évidemment, pour prévenir cela, il faut un maximum de données, pouvoir anticiper et regarder. Donc ça serait ma première intuition, c'est de dire que si on pouvait évoluer dans un système de santé européen avec une préoccupation majeure de santé publique, qui n'est plus que le truc des médecins, c'est aussi les démographes, les économistes, etc. Ça me paraît très important. Merci. Nicolas Bouzou, bonjour. Quand nous avons préparé ce débat ensemble, vous avez parlé d'un contrat social européen. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots justement en quoi consisterait ce contrat social européen? Le contrat social européen, c'est très simple au fond. D'ailleurs, la France essaie de le respecter. C'est l'idée selon laquelle tout le monde doit avoir accès à des soins qui sont des soins de qualité, quel que soit l'endroit où il habite, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa situation socio-professionnelle. Et c'est vrai que c'est quand même assez particulier à l'Europe. Vous n'avez pas tout à fait la même chose aux États-Unis, vous n'avez pas tout à fait la même chose en Asie. En revanche, les sondages montrent que les Britanniques partagent cette volonté-là. Bon, mais oui, mais il faut, je dirais, culturellement partie de l'Europe. Mais au fond, c'est pas ça ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est le fait que cette nouvelle économie de la santé, qui est à la convergence du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, c'est pas que le numérique. Les grandes révolutions industrielles, c'est toujours des histoires de convergence technologique. Et donc là, on est vraiment à la convergence de ces trois types de technologies. Ce qui m'inquiète, c'est le fait que nous avons pris un retard qui est un retard absolument considérable pour une raison économique qui est une raison mal comprise en réalité. Françoise Grossetête parlait des data, du big data. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle se nourrit de data. Ce qui fait la puissance et la pertinence d'un algorithme, c'est moins la complexité de l'algorithme que la quantité de données avec laquelle on nourrit cet algorithme. Et ces données, ce sont des millions de données, des milliards de données, et parfois des milliards de données. Et tout ceci coûte très cher. Ce qui est mal compris, c'est que nous entrons dans une économie qui est une économie très capitalistique. Il faut mobiliser énormément de capital pour faire vivre cette économie. Et mobiliser beaucoup de capital, ça passe par deux choses.
Premièrement, il faut avoir un marché du capital qui soit un marché extrêmement large. Il y a des entreprises américaines aujourd'hui dans le domaine de la santé, des entreprises chinoises qui lèvent $1 milliard ou 1 milliard d'euros, peu importe, c'est quasiment la même chose. En France, quand vous passez 5 millions d'euros, déjà, c'est quelque chose qui est considéré comme étant extraordinaire. Détail, en fait, donc ça, c'est donc en amont, on doit avoir un très très gros marché du capital investissement. On commence à le faire un tout petit peu d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais dans la loi Pacte, par exemple, il y a un début d'homogénéisation du droit des faillites avec d'autres pays européens, donc c'est très intéressant. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Ça, c'est pour l'amont. Et pour l'aval, et vous en avez parlé tout à l'heure, on a besoin d'avoir un marché européen. Parce que quand une boîte investit plus d'1 milliard, eh oui, nos amis chinois, ils l'amortissent sur le marché chinois. C'est facile. Nos amis américains l'amortissent sur le marché américain. C'est facile. Nos amis européens l'amortissent sur un 27e de marché. Donc c'est pas suffisant. C'est absolument suicidaire. Et donc nous devons absolument, c'est ce que fait la commission Juncker avec le marché unique du numérique. Et d'ailleurs, le marché unique normal, pas du numérique, est quelque chose de formidable. Et nos amis britanniques se mordent les doigts aujourd'hui d'en être sortis, de vouloir y rentrer, mais de ne pas trop pouvoir y rentrer complètement. Donc on voit bien que s'il y a quelque chose qui a bien fonctionné en Europe, c'est le marché unique. Et donc il faut absolument qu'on fasse ce marché unique du numérique et de l'intelligence artificielle pour que nos entreprises puissent grandir et amortir leurs investissements. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est un projet politique concret, extrêmement simple. Tout le monde peut le comprendre. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour le progrès. C'est bon pour tout le monde. On va parler de toute façon du numérique. Justement, allez-y. Ouais. Allez-y, Marianne. Comment vous réagissez ? Je voudrais tout de suite réagir parce que demain est une date importante au niveau européen. C'est l'entrée en vigueur de notre règlement eIDAS. Donc, pour la première fois, cette interopérabilité entre les business, entre les entrepreneurs, va pouvoir se faire, puisque pour la première fois entre les États membres, lorsque vous avez enregistré une activité dans un État, ce n'est plus nécessaire de le faire dans un autre. Donc demain est une journée extrêmement importante. Pour la première fois, on va faire de nouveau un pas dans le cadre du marché unique numérique, mais plus concret pour favoriser ce contexte et ce écosystème dans lequel la libre circulation des données, la libre circulation personnelle et non personnelle puissent permettre d'innover. Et je voudrais aussi rebondir sur les big data, sur la quantité des données. Bon, ici, un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est très technique. C'est les fameux le calcul à haute performance, donc les supercalculateurs. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça, ce sont ces grosses machines qui nous permettent d'avoir une vitesse pour traiter les données. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la quantité des données, c'est la vitesse avec laquelle on les traite pour être compétitif. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où je suis arrivée et je suis devenue commissaire? J'ai découvert que l'Europe, en 2012, avait 4 des 10 premiers supercalculateurs au monde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le top 10. Ce que nous avons fait en un an, et nous avons commencé avec 7 États. J'ai fait le tour des États membres. Aujourd'hui, nous en avons 23. Et aujourd'hui est la journée où va être adoptée au Conseil la base juridique. Nous voudrions commencer au mois de novembre. Nous avons un objectif. Maintenant, nous avons assuré un budget, 1 milliard d'euros est à disposition maintenant des États membres. La France y est, nous comptons. C'est Athos avec Thierry Breton. On sait vraiment quelle est l'excellence de la recherche dans ce domaine. Mais maintenant, on voudrait avoir notre propre machine européenne. Nos chercheurs, nos cerveaux, nos professionnels vont être là où sont les données. Nous ne pouvons pas nous permettre que les données européennes soient en Chine parce qu'il n'y aura aucune garantie comment elles sont protégées. Donc notre objectif est d'ici 2022 d'avoir notre machine européenne, machine et logiciel européen pour pouvoir traiter. Et quelque chose d'important pour moi, j'ai réussi à introduire l'accès des petites et moyennes entreprises à ces supercalculateurs. Jusqu'ici, c'était réservé à une petite, très, très petite élite. C'est important si on veut que des startups innovent, si on veut que des entreprises s'installent et élargissent leurs activités, c'est important qu'ils aient accès aux données. Eh bien justement, vous me faites une transition rêvée pour une question que je vais vous poser à toutes qui concerne la recherche. Alors, autant sur la recherche fondamentale, l'Europe est plutôt très très bien placée. Ça tient à la fois à la qualité des chercheurs individuels, ça tient aussi à la qualité de la structure des organismes de recherche publics et parapublics en Europe. En France, par exemple, c'est l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. En Allemagne, c'est l'Institut Max Planck. Recherche fondamentale, très bien. En revanche, on voit que dès qu'on parle de recherche appliquée, il y a ce qu'on peut appeler un gap, un écart énorme entre la qualité de la recherche fondamentale en Europe et la qualité de la recherche appliquée. Il y a que voir le nombre de brevets qui sont déposés chaque année. Si on tout confondu, pas seulement la santé, hein. Aujourd'hui, un brevet sur 3 est chinois, un brevet sur 4 est américain, et l'Europe tout entière fait à peine 6% de l'ensemble des brevets. D'où la question que je vous pose à tous, comment réduire cet écart en Europe entre l'excellence de la recherche européenne
fondamentale et la faiblesse de la recherche appliquée. Il faut faciliter l'accès au marché. Si vous voulez que les gens fassent de la recherche appliquée en Europe, il faut que les gens puissent amortir la recherche appliquée en Europe. C'est pas très compliqué à comprendre. Et donc, mais comment, Nicolas? En facilitant l'accès. Non, mais c'est très, enfin, c'est simple intellectuellement, papier, politiquement. Voilà. Non, mais je conçois que politiquement, ce soit un peu plus compliqué qu'intellectuellement. Mais si on veut que ce soit possible politiquement, il faut déjà l'expliquer intellectuellement. Et donc, il faut que les entreprises puissent accéder rapidement au marché. Mais c'est quelque chose que vous connaissez très bien dans le domaine de la santé, puisqu'on a le même problème en France avec les médicaments. On sait très bien qu'on a un accès au marché qui est un peu long. On sait très bien qu'on a des essais cliniques qui sont un peu plus compliqués à faire qu'ailleurs. Et en plus, ça s'est un peu dégradé ces dernières années. Donc, mais ce que je dis là, dans des médicaments, est vrai pour l'ensemble de l'industrie. Et donc, il faut fluidifier, il faut que les gens qui font de la recherche et développement sur notre continent, ils puissent avoir la garantie de pouvoir commercialiser. Alors, évidemment, ça peut se faire avec des normes juridiques exceptionnelles. Mais voilà, il faut vraiment avoir cette capacité à accéder au marché. Et les Américains sont en train de le faire. Les Américains sont en train de fluidifier dans les industries de santé. Ils sont en train de fluidifier considérablement et de faciliter considérablement l'accès au marché. Parce que Trump, dans sa misogynie, dans son populisme et dans toute sa vulgarité qu'on déteste, il a des réflexes de chef d'entreprise. Et donc, parfois, il fait des trucs pas idiots. Parfois. Tout est dans le parfois, merci. Au milieu de trucs horribles. Mais... D'autres réactions, justement? Allez-y. Oui. En fait, ce que je voulais faire un exemple sur l'antibiotique, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de développement, effectivement, de nouveaux antibiotiques. Et ça, c'est effectivement un gap énorme entre la recherche fondamentale et il y a aussi, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau global, des fonds qui sont mis en termes de la recherche, mais quand on arrive après à la phase de développement, de mise sur le marché, tout ça, ça manque l'incitation économique. Et donc, s'il n'y a pas les bonnes incitations économiques, on veut mieux avoir une recherche fondamentale qui est au top de la pointe, mais à la fin, il faut vraiment faire les pas en plus. Et effectivement, la question de l'antibiotique est très, très parlant. C'est d'ailleurs une question sur laquelle il se plonge, que ce soit le G7, que ce soit le G20, avec, pour la fois, encore pas vraiment des résultats, en tout cas de ceux qui ont voulu. Et selon moi, quand on parle vraiment de l'application, il faut penser à quelles sont les incitations économiques pour tous les acteurs concernés, que ce soit les acteurs privés ou publics. Allez-y, oui. Françoise Grossetête, puis après François. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos, entre autres, de l'antibiorésistance. La difficulté que l'on rencontre, c'est que les laboratoires, bien évidemment, ne sont pas intéressés du tout par la recherche pour trouver des nouveaux antibiotiques, parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et depuis une quinzaine d'années, on n'a rien de plus. Et c'est pour cela qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous inquiète tous particulièrement. C'est la même chose. Chaque fois qu'il y a une recherche qui est compliquée, dans le cadre de la recherche, par exemple, sur les cancers pédiatriques, on a un règlement qui date de 2006 sur les médicaments pédiatriques. Ce règlement, tous les pédiatres vont nous dire on est très satisfait qu'il existe. Mais il y a un véritable problème. C'est que dans le domaine des cancers pédiatriques, on n'a aucune avancée. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, c'est une recherche qui est difficile, qui est compliquée, qui est certainement très coûteuse, et du coup, les laboratoires ne s'y lancent pas. Et donc, il faut absolument qu'on arrive d'une part à soutenir ce type de recherche. Chaque fois, dans nos législations européennes, nous essayons justement de prendre en compte cela. C'est compliqué, parce que vous savez, pour obtenir des majorités au Parlement européen, pour soutenir la recherche, lorsqu'il s'agit d'une recherche privée, laboratoire pharmaceutique, si vous saviez l'image qu'ils ont aux yeux de certains de nos collègues. Donc nous, on rame, par contre, pour expliquer que c'est absolument indispensable. Merci. François-Xavier. Oui, l'Europe n'est pas nulle en recherche. Je crois que c'est 7 milliards et demi qui est dépensé par an en recherche pour la santé en Europe, donc c'est pas nul. Et la distance entre recherche fondamentale, pure, et recherche appliquée, elle vient tout bêtement que c'est comme l'intelligence artificielle. Ça ne nous dispense pas d'avoir une intelligence politique, économique et sociale. Ça ne suffira pas à soi tout seul. Et des continents à conquérir en termes de recherche appliquée pour la médecine, c'est la santé, mais pour la médecine, il y en a deux majeurs. Le premier, c'est la moitié de la planète n'a pas accès à des soins de santé. Alors on s'en fiche parce qu'on n'a pas le temps d'y penser. Mais ça veut dire la moitié de la salle, là, vous et là, vous n'avez pas accès à l'assurance santé. Et tous les ans, il y a 100 millions de personnes qui passent de la pauvreté à la misère parce qu'ils n'ont pas accès à des soins de santé. Et évidemment, l'Europe est petite.
elle est riche, mais elle est petite. Donc lever 1 milliard pour des applications, comme tu le décrivais tout à l'heure, c'est possible, mais si on se le fait à l'échelle de l'Europe et de l'Afrique, qui fera 2 milliards d'habitants très bientôt, c'est pas complètement idiot. Et ça fait partie des objectifs que pourrait mettre en avant l'Europe, parce que c'est dans son génome que d'être, comme ça a été souligné, une société où, bon an, mal an, tout le monde est plus ou moins protégé et on essaye de limiter les égalités du sort. Maria, oui. Je rebondis tout de suite sur ça. Ça fait partie d'un processus, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et je donne tout de suite l'exemple. J'avais une proposition très concrète dans le cadre du prochain programme Horizon Europe, qui est actuellement le Horizon 2020 et qui finance la recherche. Je pars d'un constat. Oui, l'Europe est très bonne pour donner de l'argent à la recherche, mais nous sommes très mauvais pour faire de l'argent de cette recherche. Je dis, il y a... C'est exactement le problème. Il faut aujourd'hui mettre l'accent sur l'application, sur le déploiement. Croyez-moi, ce n'était pas évident d'avoir des négociations difficiles avec le commissaire à la recherche, qui est Carlos Moedas, pour lequel on envoie un message très important dans le cadre du prochain budget de l'Union, 100 milliards pour la recherche. Très beau message. Oui. Mais je défends la position que dedans, il doit y avoir une partie numérique avec une augmentation actuellement du 13 à 16 milliards. 16 milliards, ça c'est différent par rapport à 1 et au 7. On a eu beaucoup du mal à les convaincre, à leur dire pourquoi. Alors qu'on avait bien précisé, on demande cette augmentation pour le déploiement, pour l'application. Et on était en train de nous dire, mais le numérique est partout, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, je compte sur le Parlement, ils sont très forts, ils nous ont bien soutenus pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'il faut aller de plus en plus dans ce sens-là. Alors justement, sur le numérique, lorsqu'on parle de numérique et de santé, on pense évidemment au GAFA, avec le célèbre Google et sa filiale Verilal, qui quand même investit tous les ans 300 millions de dollars ou d'euros et qui a comme président directeur général un ancien directeur de la FDA, la Food and Drug Administration. Ça montre au passage quand même l'intérêt que porte Google à la santé. Mais il n'y a pas que les GAFA, il y a aussi les Chinois. On est bien d'accord. Et notamment dans les BATX, le fameux Xiaomi, qui n'existait pas en 2010, qui aujourd'hui fait 15 milliards de chiffre d'affaires, qui vient de mettre sur le marché une montre connectée qui ressemble d'ailleurs furieusement à l'Apple Watch, à ces différents prix qui coûte 5 fois moins cher. La question que je vais vous poser, justement, c'est, vu les enjeux économiques qu'il y a et les enjeux éthiques, parce qu'on imagine que les Chinois n'auront peut-être pas les mêmes préoccupations que nous, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il faut qu'on aille sur le terrain de nos concurrents au risque d'y perdre notre âme, comme disait Guy, ou est-ce qu'il faut qu'on adopte une position plutôt défensive au risque justement d'être un peu des dindons de la farce? Enfin, je suis désolé pour mes amis traducteurs, dindons de la farce, c'est peut-être pas facile à traduire. Mais voilà, dans ce dilemme, comment arriver à trouver une position dans laquelle l'Europe arrive à sortir par de haut et pas par de bas? Ma position sur les GAFA est très connue. Il est grand temps de penser, de parler plus de responsabilité, de transparence et de protection des citoyens européens. C'est tout. Donc maintenant, je sais que ça ne fait pas plaisir à beaucoup. Mais ça nous fait plaisir à nous. Je reste aussi dans cette position qu'il faut préserver cette capacité d'innovation, mais il est temps d'avoir des règles. En ce moment, ce que nous avons, c'est la véritable loi de la jungle. Donc, ce que nous avons fait, ce sont des petits pas en avant, mais c'est là où je pense qu'il y a la valeur ajoutée de l'Europe. Protection des données personnelles. Remarquez bien, on n'a pas fait un règlement, y compris l'e-privacy, qui concerne là où se trouve l'entreprise. À partir du moment où elle traite des données de citoyens européens, peu importe dans quelle partie du monde elle se trouve, elle doit respecter ces règles. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Protection des données personnelles, maintenant nous l'avons le cadre, mais j'insiste sur le fameux règlement e-privacy. Aujourd'hui, nous communiquons sur Viber, sur WhatsApp. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe avec ces données. Aujourd'hui, nous avons les différents browsers que nous utilisons, personne ne sait. Or, aujourd'hui, Google, sur 100 choses qu'on fait sur Internet, c'est 78. Ils peuvent tout le temps nous suivre, savoir dans quelle crèche est notre enfant, où est-ce que nous travaillons, quels médicaments nous prenons, avec qui nous nous voyons. Et sur la base de ça, ensuite, les algorithmes peuvent influencer tout un tas de choses qui sont avec des conséquences assez graves. Et en plus, c'est des informations que nous fournissons de nous-mêmes gratuitement, dont les GAFA font un usage économique. C'est pour ça qu'il faut de plus en plus sensibiliser les citoyens européens sur les deux thématiques du tracking et du profiling. On a un peu le tabou d'en parler, mais je pense que pour nous, ce qui est important maintenant, c'est que hier, on a mis en place un observatoire européen des plateformes. J'y étais. Nous avons sélectionné 15 experts. La France a son expert. Moi, ce que je voudrais, c'est que maintenant, la Commission arrête de réagir sur coup lorsque les conséquences sont là, lorsqu'on ne peut plus rien faire. Je voudrais que jour par jour, on suit ce qui se passe
et qu'on puisse réagir le plus rapidement possible et le plus adéquatement possible. Nicolas, en quelques mots. Bon, il y a une arme contre les GAFA, c'est le droit de la concurrence. De toute façon, c'est notre seule arme. Donc en Europe, on n'a que le droit de la concurrence puisqu'on a refusé de faire une puissance. Donc on a ce truc-là, autant essayer de l'utiliser. Et d'ailleurs, on l'utilise contre Google, ça a été utilisé récemment. Mais enfin, le vrai problème, on peut faire des règles, hein, mais le problème, c'est que les règles, elles ne s'appliquent pas qu'aux GAFA. Elles s'appliquent aussi à nous. Oui. Ben oui, mais c'est embêtant. Le RGPD, c'est formidable, hein, mais il s'applique aussi à nous. Eh ouais, on ne peut pas faire autrement. Et donc, du coup, il peut aussi éventuellement nous empêcher d'avoir des GAFA. Parce que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de GAFA et qu'on n'a pas de BATX. Vous parliez de Xiaomi, mais l'une des plus grandes entreprises de santé dans le monde, c'est Tencent. Ou en tout cas, ça va devenir Tencent. Et je vous raconte l'histoire en 20 secondes, promis. En 20 secondes, promis. Oui, mais il faut comprendre ça, sinon on ne comprend rien à ce qui se passe et à ce qu'on peut faire en Europe. Tencent a le plus gros service de messagerie en Chine, qui s'appelle WeChat. Ils ont fait beaucoup de big data. Ils ont commencé à proposer des agendas, des systèmes de réservation pour les médecins, pour les patients. Donc, ils ont fait du big data dans la santé. Ils ont racheté des startups dans l'intelligence artificielle, dans l'imagerie, dans la robotique, et aujourd'hui, ils sont en train d'ouvrir des cliniques en Chine. Tencent ouvre des cliniques en Chine. Voilà comment on passe de la messagerie à la santé. Voilà. Donc c'est entrepreneurial et c'est ça ce dont on a besoin en Europe. Sinon, on va rester en permanence défensif et on va rester, je vous le dis comme je le pense, en permanence à faire du commentaire éthique sur les GAFA et les BATX. On devient le café de flore du monde, un endroit où on intellectualise sans rien faire. Bravo pour la formule. Elle est très bien. Une réaction rapide? Mais je crois qu'on met beaucoup l'accent sur la question de protection des données, que c'est absolument fondamental, mais je voulais aussi dire qu'il faut qu'il y ait une confiance de la population sur comment les données vraiment sont utilisées et que cette confiance amène après à donner aussi ses propres données parce qu'il y a une richesse par les données en termes de toutes les potentialités, en termes d'amélioration clinique, en termes de recherche, en termes de surveillance des données, en termes de réduction des gaspillages dans le système de santé. Il y a un potentiel qui est énorme, mais même en Europe, on trouve que les pays sont à des niveaux de développement très, très, très différents et souvent, ce n'est pas que le cadre législatif. On peut après interpréter ça et mettre en œuvre des choses à l'intérieur de ce cadre d'une manière plus innovative au moins. Et la confiance de la population, le parler aussi sur les désavantages de ne pas utiliser cette donnée, de ne pas permettre des applications, c'est aussi assez important à aborder. C'est fondamental. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la question du médicament. Alors, pas d'évaluation du médicament, ce sera l'objet d'une table ronde cet après-midi, mais plutôt du poids politique que peut peser l'Europe face aux industries de santé. L'année prochaine, ce sera des élections européennes. Les questions de migration sont sûrement au centre, mais je pense que, moi, ma conviction, c'est qu'on va aussi beaucoup parler de santé, notamment des médicaments innovants. Il se trouve que j'ai fait partie du groupe d'experts qui a préparé le programme santé de Macron pendant sa présidentielle. Et l'une des pistes qu'on avait évoquées, c'était d'instaurer un prix de référence en Europe du médicament. Non pas un prix unique, mais un prix de référence autour duquel chacun des États pourrait négocier individuellement. Une autre piste qui existe aujourd'hui, c'est les phénomènes d'achat groupé. Le Benelux, aujourd'hui, donc Belgique, Hollande et Luxembourg, achètent à eux trois des médicaments pour pouvoir peser d'un poids politique. D'où ma question, comment est-ce que l'Europe pourrait, dans le domaine du médicament, parler d'une seule voix et avoir, j'insiste bien, un poids politique suffisant pour s'opposer ou au moins à discuter avec les industriels de santé? Alors, c'est tout le problème, parce que c'est la solution idéale que vous nous présentez. Le problème, c'est que nous avons 27 États membres. Nous allons avoir 27 États membres dans l'Union européenne. Alors, même s'il y en a quelques-uns, vous avez donné l'exemple, qui est un très bon exemple du Benelux, quelques-uns qui s'organisent, on a encore tellement de réticences. Et ces réticences-là, on les a beaucoup en France. Pourquoi ? La France, alors c'est vrai que le système de santé français est un système reconnu, qui est reconnu depuis longtemps comme étant un système de qualité, même si aujourd'hui on pourrait dire quand même certaines choses. Mais la France a toujours conscience qu'elle a le meilleur système, qu'elle sait mieux que les autres. Et c'est la difficulté qu'on a en France, c'est qu'on est persuadé qu'on est meilleur, et qu'on n'a pas à recevoir de conseils des autres. Et qu'on n'a pas envie, d'ailleurs, de transmettre les informations que l'on a aux autres. Et c'est ce que je vois, moi, dans le cadre, justement, de l'évaluation des technologies médicales. C'est important, cette évaluation des technologies médicales,
au niveau européen. C'est ce qui nous permettra justement d'avancer, d'économiser, tout en permettant d'avoir un système de santé toujours plus sûr et de plus grande qualité. Et on sait les réticences des États membres. C'est effrayant. La France est très réticente, l'Allemagne est réticente. Donc là, le Parlement européen avance. Nous allons le voter. Nous avons le débat qui aura lieu lundi à Strasbourg, ce lundi prochain, et nous aurons le vote au Parlement mardi. Donc nous avançons et nous savons que c'est un affrontement avec le Conseil. C'est dommage. On pourrait aller tellement plus vite. On pourrait tellement gagner du temps en acceptant de reconnaître que chacun a quelque chose à apporter. Et c'est ça la valeur ajoutée de l'Union européenne. Et accepter qu'on ne soit pas toujours les meilleurs, parce que c'est pas vrai. Moi, je constate que malheureusement, la France n'est plus toujours la meilleure. Si je comprends bien, en fait, tout le monde est pour, mais pour les autres et pas pour soi-même. Ça rejoint l'humilité, justement, dont vous parliez avec François-Xavier. C'est un peu cette question d'humilité qu'on doit tous avoir. Le prix des soins et le prix du médicament en particulier, c'est plutôt une question d'organisation du mode de financement. Et on est en France dans un système dont on arrête qui est formidable, mais on a un système qui est bloqué, qui ne peut pas évoluer. Tout à fait. Il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent non plus. Il a été excellent, il est moins, mais il a beaucoup de mal à évoluer. Il a beaucoup de mal à évoluer vers les réalités numériques que vous décrivez, mais aussi plein d'autres réalités. Et il y a un autre système dans le monde qui commence à... Pas tout à fait, c'est un peu comme les monarchies, pas tout à fait majoritaire en Europe, mais ça commence à exister, qui est celui qu'on appelle concurrence régulière. Évidemment, quand tu dis en français concurrence régulière en matière de santé, c'est non. Là, les oreilles se ferment, les cerveaux sont fermés, et c'est ça. Mais moi, j'observe que les systèmes qui, comme le nôtre, ont évolué, c'est les Pays-Bas, sur un système de concurrence régulière, avec du financement par des assureurs et des mutuelles, et que tous les ans, depuis 5 ans, je crois, dans les classements européens, les Hollandais, qui sont bien soignés, enfin ils n'ont pas l'air particulièrement... sont les plus satisfaits de tous les Européens de leur système de santé. Donc le sujet, il est là. Faire émerger des modes de financement qui permettent de réguler les prix et d'avoir une certaine puissance me paraît énorme. J'ajoute ce système de concurrence régulée, c'est rigolo parce qu'il a été inventé par un prof d'économie de la santé qui s'appelait Enthoven. Rien à voir avec le café de Flore ou les deux magots. Il était à San Francisco. Mais non, c'était une blague. Et il a fait Flores au Massachusetts, aux États-Unis. Obama a essayé de l'étendre sur l'ensemble ça n'a pas marché. Mais il est aux Pays-Bas, il est en Suisse, il est dans une certaine mesure en Belgique. Il est en Inde, au moins au Tamil Nadu, ce qui est quand même assez remarquable. Il est en Indonésie, ce qui n'est pas complètement négligeable. Et de bons esprits pensent que c'est le moyen par lequel on va arriver avec une couverture maladie universelle dont on a besoin, parce qu'on en a les moyens. Et qu'autant je ne crois pas au revenu universel à l'échelle mondiale, autant une couverture maladie universelle à l'échelle mondiale, on en a tout à fait les moyens. Donc ce système-là me paraît extrêmement dynamique et de nature, non pas à se confronter au modèle français, parce qu'il y a des choses formidables qui sont faites aussi, mais on va le questionner, à le faire évoluer. L'idée, c'est gardons ce qui est bon en nous et prenons le meilleur des autres. Nicolas, vous voulez réagir, j'imagine? Non, mais la question des médicaments, elle me passionne parce qu'il y a une mutation thérapeutique aujourd'hui très importante dans le domaine des médicaments, avec, vous connaissez tous ça par cœur, notamment dans l'oncologie, des médicaments très chers parce que les coûts de recherche et développement sont énormes et parce que ces médicaments, en effet, comme dit Françoise, étant personnalisés, le marché pour les amortir est un marché assez étroit et donc on a des prix qui sont extrêmement importants. Et même si, je veux dire, un médicament qui coûte 400 000 €, même si vous l'achetez à l'échelle européenne, même si vous négociez, etc., il vaudra 300 000 €, 200 000 €. Ça reste cher. Voilà, donc il faut le faire, mais ça reste cher. Et ça nous oblige à revoir l'organisation de notre système de santé. C'est ça qui est très intéressant et ça nous oblige à faire des gains de productivité très importants dans le système de santé. Des gains d'échelle. Très, très sensible à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que je pense quand même qu'il faut qu'on apprenne dans le système de santé français à accepter l'idée que la liberté, c'est pas forcément mauvais, que l'autonomie, c'est pas forcément mauvais, que la concurrence, c'est pas forcément mauvais. De toute façon, la concurrence, elle sera régulée. En France, je ne m'inquiète pas trop pour ça. On a avancé, Nicolas, sur cette idée-là. On n'est plus dans cette France. Alors, écoutez, je ne sais pas si on a avancé. Moi, je n'ai pas eu le sentiment récemment de cet avancement, puisque quand, il y a une semaine, j'ai proposé de désoviétiser l'hôpital public, j'ai reçu un certain nombre de menaces de mort qui, d'ailleurs, j'étais vraiment même des personnels soignants sur les réseaux sociaux qui m'ont dit quand tu viendras, on te laissera crever, etc. Donc,
j'ai trouvé qu'il y avait encore, en tout cas, un peu de pédagogie peut-être à faire dans ce domaine. Peut-être que le mot désonétisé était... J'avais condamné moi-même mon propre accès aux soins par une proposition qui m'avait pas l'air complètement scandaleuse. Tu parlais de l'hôpital psychiatrique. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, en termes de pédagogie, je pense en tout cas qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Oui. Maria? Je te jure, c'est vrai. Non, je voudrais vraiment souligner ça. Il y a un long chemin à faire encore. Ma question, ce serait commencer par où? Comment? Mais c'est à vous que je vais poser la question. Oui, Par où mais commencer, justement, si on veut une Europe respectueuse de ce qui se passe et englober les spécificités, il faut aussi que ce dialogue se fasse. Donc moi, ce qui me manque, c'est vraiment un petit moment déclencheur qui permettra, par des nouvelles méthodes, par de nouvelles idées, d'avancer. Nous savons, la résistance est énorme, mais les idées sont là, il y a une capacité d'invention. Ma question est par où commencer et comment faire différemment pour qu'on ne répète pas les mêmes résultats qu'on voit depuis des années. Juste sur les médicaments, bien sûr, un sujet assez complexe. Un prix de référence au niveau européen pour les médicaments, ça me semble un peu difficile, en termes qu'on parte même en Europe avec des pays qui ont des conditions à la base, même des revenus, qui sont très, 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 très différents. Par contre, qu'il y a des problèmes dans les marchés des pharmaceutiques, c'est reconnu. Qu'il n'y a pas d'innovation là où on voudrait l'innovation, j'ai mentionné les antibiotiques, mais aussi les maladies mentaux, par exemple. On a très peu d'innovation dans ces domaines. Et de l'autre côté, sur l'oncologie, on a énormément d'innovation, mais aussi des prix par résultat qui continue à augmenter d'une manière qui est questionnée à l'échelle globale. Donc, effectivement, de repenser à quelles sont les stratégies. Les achats communs par différents pays, c'est une manière effectivement de faire jouer un tout petit peu en poids. Et ça marche au niveau régional. Au niveau de l'Europe européenne, de l'Union européenne, ça serait difficile. Mais, par exemple, un tout petit peu plus de transparence, même sur les prix. Maintenant, il y a des débats confidentiels. On sait la raison pour laquelle il y a des débats confidentiels, mais parfois, on ne sait même pas qu'il y a un débat confidentiel qui a été fait. Et on a des prix à la base des références qui sont les points de départ pour les négociations qui sont assez élevés et sans rien à voir avec les prix que les pays payent. Donc voilà, après il y a une table ronde qui va se plancher sur beaucoup de cette question. Cette question-là soulève un problème qui est important. On a parlé beaucoup des valeurs tout à l'heure défendues par l'Union européenne. C'est le problème que nous avons de l'égalité du citoyen devant la santé et l'accès de tout citoyen à la santé. Parce que vous aurez, effectivement, il y a des médicaments dans le domaine de l'oncologie qui sont de plus en plus onéreux. Vous aurez, y compris, mais même en France, même dans une ville, vous aurez un hôpital qui peut mettre à disposition d'un patient tel traitement qui est coûteux, et dans l'hôpital voisin, ça n'est pas possible. Donc, y compris à l'intérieur d'un même pays, comme la France, qui n'est pas n'importe quel pays dans le domaine de la santé, on va trouver ces disparités. Or, il y a un principe fondamental chez nous dans l'Union européenne, c'est l'égalité du citoyen devant la santé et l'accès de tout citoyen à une santé sûre et de qualité. Donc là, on se retrouve confronté vraiment à un problème majeur. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le domaine d'un vœu pieux quand on parle d'égalité d'accès aux soins? Parce que c'est ce à quoi tout le monde aspire en réalité. On sait tous autour de cette table que c'est un gigantesque... Malheureusement. Oui. C'est un mythe en fait. Moi, je crois que ce n'est pas un mythe, c'est une réalité du XXIe siècle. Ce serait en Europe, ce n'est pas tout à fait là. Parce qu'il y a des pays à l'Europe de l'Est où les citoyens dépensent 900 € par habitant en moyenne. Et puis en France, c'est 3 400 €. Donc on ne peut pas dire qu'on ait vraiment progressé. Mais je pense que l'avenir, c'est vraiment des couvertures santé universelles. Et que c'est vrai qu'il y a des molécules qui coûtent très cher, des protocoles où on va prendre la poche de sang, refaire des choses, etc. Et tout ça, c'est pas la loi du genre, quand même, c'est pas le... Et 90% de la médecine, c'est pas encore ça, et fort heureusement. Et moi, je pense que l'avenir de la santé au XXIe siècle, l'avenir des entreprises qui sont ici, et des laboratoires, des médecins, etc., il est mondial. C'est absolument... Et le jeu, il est mondial. C'est de couvrir les 7 milliards d'habitants. Et quand vous dites l'égalité des soins, j'ai commis un petit essai tout à fait imparfait sur le sujet, en essayant de revendiquer l'idée d'un prix minimum de la vie humaine à l'échelle mondiale. Pas maximum, pas unique, etc. Minimum. Qui permettent évidemment de diriger des investissements vers les soins de santé là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, mais peut-être... Non. Je voulais aussi qu'on parle, parce qu'on lance un peu des
des semences. Mais C'est-à-dire c'est on plante l'idée des qu'on a eue graines ce pour les matin. débats, Voilà. Les pour débats à tous les venir. travaux, vos travaux des 2 journées. Je crois qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier non plus en Europe et qui n'est pas du tout une mauvaise nouvelle, c'est la longévité, c'est le vieillissement. C'est-à-dire, dans 20 ans, 30% des Européens ont plus de 65 ans. Donc on ne va pas garder des systèmes de protection sociale où les gens partent à 62 ans et puis vivent 30 à 40 ans sans rien faire. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on a beaucoup appris sur ce qu'était le vieillissement, ce qu'était l'importance du bien-être, ce qu'était l'importance de l'activité. Et on a travaillé beaucoup avec l'OCDE d'ailleurs là-dessus, sur l'activité un peu contraignante, pas nécessairement rémunérée à partir d'un certain âge et qui est une prévention formidable des maladies de la vieillesse, neurodégénératives. On sait aussi que c'est le souci de soi, donc de la prévention, et que là, il y a un contenu économique, ce n'est pas un truc mou, faire de la prévention, il y a un vrai contenu économique. Et la troisième chose dans les méta-surveys qu'on a fait, et qui est très rigolote, c'est la connaissance. C'est-à-dire, si on a 90 ans et qu'on décide d'apprendre le piano ou le russe, on est en meilleure santé que le voisin qui n'a pas fait cet effort cognitif. Mais c'est les 3 trucs, c'est les 3 piliers. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est justement, ce n'est pas que budgétaire et pas contraignant, et c'est une bonne nouvelle, puisqu'on a dit que notre message en termes de santé, il devait être universel parce qu'on est européen et que c'est comme ça. Ce n'est pas les GAFA qui sont... Parce que nous, on a une intelligence politique et sociale. Ça veut dire qu'on peut utiliser tous les cadres de santé de l'Europe, qui est vaste, sur des programmes ambitieux, européens, de couverture santé dans des pays qui sont proches de nous, très proches, de plus en plus proches, et sur lesquels on a besoin que se développe une protection sociale très rapidement pour faire baisser la natalité et aider au développement local. Quoi. Alors justement, sur la prévention, on sait que l'important aujourd'hui, c'est pas seulement de vieillir, c'est de vieillir en bonne santé. Or, il se trouve qu'aux États-Unis, pour la première fois historiquement, depuis 2-3 ans, l'espérance de vie en bonne santé baisse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement... C'est les opioïdes. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr. Rust Belt et la prise des opioïdes. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est l'importance de la prévention. Or, on voit bien qu'en Europe, la prévention, c'est un petit peu de parents pauvres. Alors, il y a quelques initiatives. On va en parler, justement. Justement, c'est bien pour ça. En tout cas, en France, c'est parents pauvres. Il y a quelques initiatives isolées, par exemple sur le tabac, les questions en France de limiter l'usage de la cigarette dans les parcs publics. Sur l'alcool, on a vu que l'Écosse a instauré maintenant une taxe spécifique fonction du degré d'alcool. Et l'idée, c'est de lutter contre notamment ces bières extrêmement fortement dosées. Donc on voit qu'il y a quand même des initiatives isolées. En revanche, de façon plus globale, moi, il me semble que la prévention est encore un petit peu de parents pauvres. On va en parler là maintenant. Et c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles ces parents pauvres, vous l'avez expliqué, c'est que le prix de la vie est différent. Effectivement, en Europe, on pourrait s'intéresser au coût de la mort au lieu du prix de la vie. Si on arrivait à quelque chose d'un peu plus cohérent, comment justement faire en sorte d'améliorer sa prévention ? Puisqu'on sait que la prévention, c'est l'une des clés pour limiter les inégalités sociales. En France, aujourd'hui, l'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, c'est 7 ans et demi. Or, la prévention pourrait être un moyen. Pourrait être un moyen. Oui, tu as raison. Mais si je peux me permettre, c'est une politique de prévention. Parce que la prévention, c'est un marqueur de l'inégalité sociale qui est terrible. Et c'est comme ça. Et à chaque fois qu'on lance un mot d'ordre de prévention, ça touche des classes éduquées, riches, et qui, ça touche toujours les mêmes, voilà, qui anticipent, qui ont des horizons temporels pour eux et leurs enfants qui sont importants. Et vous savez, comme c'est frappant sur toutes les plages européennes, vous voyez un marqueur social qui est l'obésité des enfants. Donc l'été, on le voit, c'est physique, c'est quelque chose dans ce goût-là. Donc la prévention, c'est la politique de prévention qui permet de réduire les inégalités et qui doit être faite avec acharnement. C'est ça que je veux dire. Mais sinon, c'est le... Sinon, alors là, c'est... Françoise Grossetête sur la prévention européenne. Oui, l'Union européenne, elle s'acharne à passer des recommandations, transmettre des messages importants sur la prévention. Alors la première des préventions, la vaccination. Bon, mais quand on voit y compris dans un État membre comme le nôtre, surtout, il y a des professionnels de santé qui émettent tous les doutes auprès de parents qui viennent se renseigner. Les parents sont toujours inquiets de ce que l'on va faire avec leur enfant. Bon, et au lieu d'expliquer que la vaccination, c'est un devoir pour protéger non seulement son enfant, mais la société tout entière. Rappeler que s'il n'y avait pas la vaccination, les enfants, on aurait des décès d'enfants pour des maladies que l'on trouve malheureusement sur d'autres continents encore et qui avaient disparu sur le territoire européen et qui maintenant reviennent. Bon. Donc là, déjà, responsabilité des professionnels de santé. Là, il y a, franchement, les gouvernements ont un rôle important à jouer, l'Union européenne, bien évidemment, mais les gouvernements, auprès de ces professionnels de santé qui, j'ose le dire, à mes yeux, sont irresponsables. Tout à fait d'accord. Hein
Ensuite, on a parlé malheureusement de cette différence de catégorie sociale. C'est vrai que quand on parle de prévention, le surpoids, l'obésité est souvent dû à malheureusement de la malnutrition, au fait que l'on que l'on n'est pas assez mobile, que l'on ne pratique pas suffisamment de sport, etc. Alors effectivement, vous avez des classes qui sont suffisamment informées, qui ont la possibilité justement de prendre en compte tous ces problèmes liés aux comportements environnementaux, alimentaires, etc. Et puis, ce sont ceux qui ont le moins accès à cette information-là et qui n'ont peut-être pas toujours les choix. Parce que tout ceci, c'est une politique liée à l'alimentation, à la qualité alimentaire, etc. Il y a des actions à faire dans tous les domaines. Et ça, ce sont les gouvernements qui doivent absolument relayer cela. C'est un peu le phénomène. Il y a je pense que l'Europe a vraiment un coup super à jouer avec la prévention parce que justement, on n'a pas encore les mêmes problèmes que les États-Unis ou que l'Asie, parce que l'épidémie d'obésité en Asie, elle est aussi absolument catastrophique. Alors, ce qu'il faut faire, ce que nous montrent les études, c'est qu'il faut envoyer des messages positifs aux gens. La prévention, ça passe vraiment par ça. Donc, il faut arrêter de moraliser, etc. Faut pas faire peur, ça sert à rien. Non, il ne faut pas faire peur. C'est comme dans l'écologie. Il ne faut pas faire peur. Quand vous voyez quelqu'un qui vous explique que la Terre, qu'on va tous mourir, etc., les gens se disent on va mourir. Voilà, on profite de la vie. Et à la limite, on fait. Voilà. Mais au contraire, il faut envoyer des messages positifs. Et je crois qu'il y a encore des domaines qui n'ont pas été bien explorés. La question, en effet, de l'exercice physique, c'est quelque chose qui est absolument capital. On va faire malheureusement des Jeux Olympiques en France, comme si on n'avait rien de mieux à faire. Bon, mais que transformer notre pays en base de loisirs. Bon, mais profitons-en. Voilà, non, mais profitons-en pour essayer d'en faire quelque chose d'intelligent, en envoyant des messages positifs sur le sport, qui est quand même quelque chose d'absolument formidable. Je sais de quoi je parle, parce que le sport, moi, a vraiment changé ma vie. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à envoyer des messages positifs. Alors, il y a plein d'entreprises là. Mais la prévention, c'est aussi le rôle des entreprises. Alors, je vous donne deux demandes concrètes. Ça va faire écho à un petit livre que je viens de commettre, mais que vous avez tous acheté, donc c'est pas la peine que j'en fasse la pub. Offrez-nous. Il faut arrêter de mettre, par exemple, dans les entreprises maintenant, puisqu'elles sont parfois, parce qu'il y a cette infantilisation qu'on dénonce avec Julia et qui est très présente dans les entreprises, il y a des bonbons partout. Oui. J'arrive l'autre jour, sur mon lit, il y avait des crocodiles Haribo dans un séminaire, etc. Mais arrêtez avec les fraises Tagada et les bonbons, déjà, parce que intellectuellement, ça dégrade les gens. Moi, j'ai pas envie qu'on me nourrisse. À la limite, mettez-moi une bière, mais il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter ce genre de choses. Et alors, j'ai un autre combat en termes de prévention, et là, je voudrais une mobilisation européenne, l'escalier. Pourquoi est-ce que les escaliers, partout, notamment dans les hôtels, sont des escaliers de secours où on a peur de se faire égorger ? Je veux dire, il n'y a rien de pire que l'ascenseur. L'ascenseur est dramatique du point de vue écologique, ça consomme énormément d'électricité. C'est dramatique du point de vue physique. Faites de beaux escaliers dans vos entreprises, vous mettez des photos, vous faites une exposition d'art, vous faites en sorte que les gens aient envie de monter par les escaliers. Au Canada, c'est anecdotique, mais ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses avec pas beaucoup d'argent. Le sujet n'est pas budget. Au Canada, ils ont fait un truc formidable, c'est que les cantines des entreprises sont échangées. C'est-à-dire que les employés de l'entreprise A vont à la cantine de l'entreprise B et ainsi de suite. Ça ne change rien, mais ça force les gens à faire une demi-heure de marche. Et une demi-heure de marche par jour sur tous les employés, statistiquement, les cardiologues qui sont dans la salle ne vont pas démentir que c'est pas complètement... Donc, juste, pas des bières au lieu des bonbons, parce que quand même la France est parmi les plus hauts consommateurs d'alcool, donc voilà. Évitons la bière. Évitons la bière. Une bouteille d'eau, une bouteille d'eau, ça serait plutôt bien. On fait bien en obésité, mais pas beaucoup d'activité physique chez les adolescents. On dépense que 3% de toutes les dépenses de santé sur la prévention. Ça, c'est au niveau aussi des moyens de l'OCDE et tout ça. Donc, peut-être réorienter. Pourquoi on parle d'assurance maladie? Est-ce qu'on peut parler de bien-être et assurance santé? Ça ressort au-delà, bien sûr, des systèmes de santé parce que les déterminants de la santé sont beaucoup plus larges. Si on parle d'obésité, il faut vraiment aller beaucoup au-delà. Je voulais juste venir à la question parce qu'on a dit, l'espérance de vie, c'est un problème, la réduction de l'espérance de vie, c'est un problème nord-américain pour la crise des opioïdes. Non, on constate un ralentissement
de la gain d'espérance de vie qui est beaucoup plus important sur beaucoup plus de pays, y inclus des pays européens. On s'interroge sur quoi sont les choses. C'est lié, par exemple, à une hausse de mortalité des personnes âgées pendant les périodes d'hiver. Ça a été le cas en France en 2015. Mais même si on regarde les données plus récentes en France, on voit qu'on n'a pas de gains d'espérance de vie aussi importants, surtout chez les femmes. Donc, moi, je trouve qu'il faut s'interroger un tout petit peu à qu'est-ce qu'on fait pour vivre en mieux santé, surtout sur les populations âgées et fragiles. Le bien-être. Maria voudrait réagir. Après, allez-y, Maria. Je voudrais réagir très rapidement. La première chose, lorsqu'on parle de vaccination, on nous met de nouveau la dimension numérique et le rôle des réseaux sociaux. Maintenant, c'est prouvé dans cette affaire de vaccination. Il y a eu une campagne de désinformation, les fameux fake news, qui a joué un rôle. Donc c'est pour cela, vous savez qu'au niveau européen, depuis un an, même si on n'arrête pas de me dire « tu peux rien faire, ça sert à rien », il fallait commencer, nous avançons. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Ce sont des campagnes de désinformation qui ont des conséquences, on voit très graves, pas seulement sur mon opinion personnelle, mais sur la santé publique. Deuxième chose, les nouvelles technologies pour innover. Il faut d'autres types de campagnes d'information, d'autres types de campagnes de sensibilisation qui sont plus interactives, qui sont plus amusants. Pour toucher les jeunes, je suis désolée, je n'ai pas envie d'aller à un cours parce qu'il y a une conférence, je n'ai pas envie qu'on me moralise. Mais en revanche, même si on n'a pas tous des ordinateurs, on a tous des téléphones mobiles. Et qui n'a pas l'application santé, qui vérifie chaque jour combien d'étages il a fait, ou les 10 000 pas par jour, parce que c'est bon pour la santé. Mais faisons des petites choses comme ça pour les jeunes. C'est pour ça que j'insiste que maintenant, ce troisième pilier de notre stratégie, je suivrai de près les projets que nous recevrons après le mois de novembre. Nous voudrions encourager les applications mobiles, justement pour rendre la prévention quelque chose de positif. Dans le domaine de la vaccination, d'ailleurs, on a vu qu'Agnès Buzyn a trouvé la meilleure solution, qui était de mettre sur Internet deux petits tweetos de pro-vaccination qui ont été vus 350 000 fois en une journée. Ça veut dire qu'effectivement, comme vous le dites, il faut aller sur le terrain des jeunes, il faut aller sur le terrain des anti-vaccinaux. Il ne faut pas faire des grandes campagnes avec des papiers, etc. Ça ne marche plus, ça, aujourd'hui. Il faut même créer de la compétition entre les jeunes, en fin de compte. Voilà. Celui qui aura fait plus de pas dans sa journée, etc. Alors aujourd'hui, on est tous assis, là. Il va falloir qu'on se rattrape demain. Bon, on va bouger tout à l'heure. Voilà. Parce que là, nous ne donnons pas l'exemple. Mais c'est vrai que Maria a raison de dire qu'il faut qu'on s'adresse aux jeunes. Et il faut qu'on s'adresse aux jeunes selon une communication qu'on n'a encore jamais su faire. Qui était inventée. Qu'il faut inventer, effectivement. Qui n'est pas culpabilisante. Et alors, on a vu, il y a un truc sur les campagnes anti-tabac chez les jeunes dans les lycées. Ce qui marche bien, c'est la compétition entre deux lycées. Mais bien sûr. Deux lycées venant d'univers un peu sociologiques différents, et ils se font une compétition. Et ça marche. Alors, j'ai une dernière question. C'est très simple. Sur une application, si on nous donne un certain nombre de points parce qu'on fait quelque chose et au final, il y a un petit prix, il y a une petite récompense. Je connais déjà, il y a des applications qui existent dans 7 États membres dans ce domaine. Ça donne des résultats incroyables. Une campagne d'information qui a eu lieu en 3 ans, les résultats ont été atteints en 2 mois via l'application mobile. Alors, j'ai une dernière question, mais je vais vous demander de répondre très rapidement parce que le temps presse. Est-ce que vous auriez chacun d'entre vous un exemple très concret, très pragmatique, de quelque chose qui se fait dans un autre pays européen que le nôtre, dont on pourrait éventuellement s'inspirer? Quelque chose qui soit presque transférable, pas terme à terme, mais quelque chose d'assez simple. Où est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce que font les autres? C'est rejoint ce que vous disiez d'humilité. Prenons exemple sur les autres. Est-ce que j'ai un exemple assez simple de quelque chose qu'on fait bien ailleurs, dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui en France? Oui. Allez-y, Maria. Moi, je donnerai un exemple de mon pays, la Bulgarie, dans le domaine de la santé numérique. Ça s'appelle Checkpoint Cardio. C'est un projet pilote. En fait, chacun de nous peut porter un petit appareil et ça donne tout un tas de données en termes justement d'anticiper certains effets de crise cardiaque, mais aussi de malaise, de chute de tension artérielle. Ce système est maintenant avec 7 hôpitaux en Bulgarie, pas seulement dans la capitale. Ils ont vraiment montré en un an de très, très bons résultats. Ils ont pu anticiper des attaques cardiaques dès lors que les symptômes commencent à devenir déjà le système d'urgence avec le 112, l'ambulance était en train de partir. Donc ça, ce sont des choses que nous pouvons transférer au niveau européen et nous allons d'ailleurs
essayer de le faire. C'est quoi? C'est une application, le système dont vous C'est parlez? une application. C'est Donc ça une coûte- application. ça coûte pas grand-chose, Je suis c'est rendue dans extrêmement l'hôpital, dans les hôpitaux où c'est. Il y a un écran, il y a une équipe. L'équipe est composée de seulement 10 personnes. Donc tout au long des minutes qui s'écoulent, il voit les résultats, il situe les personnes. Il y a quand même déjà 30 000 personnes qui sont dans ce projet. Et ça marche extrêmement bien. Bravo, merci. Un autre exemple que vous auriez en Europe? Madame Grossetête, peut-être que... Non, malheureusement, je n'ai pas à l'esprit un exemple précis, mais je pense que c'est faire référence aux bonnes pratiques dans les États membres. Je suis persuadée que dans chaque État membre, on peut découvrir effectivement des exemples comme celui que vient de nous expliquer Maria Gabriel sur la Bulgarie. Je crois qu'il faut déjà se dire que chacun apporte quelque chose. Y compris des États membres qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps, qui ne sont peut-être pas considérés comme les plus en pointe sur les questions de santé, mais qui ont la possibilité d'aller plus vite que nous, parce qu'ils sont passés très vite de peut-être pas grand-chose avant l'élargissement de l'Union européenne, et ils ont fait un bond technologique que nous ne savons pas faire. Alors, je n'ai pas un exemple précis, malheureusement, il faudrait que j'en cherche, mais moi, je le vois dans tous les pays baltes, dans les pays d'Europe de l'Est qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. Ce bond technologique est extraordinaire, et nous sommes pris dans nos carcans un peu, et nous n'arrivons plus à faire ces bons-là. Donc, allons-nous, Français, allons chercher justement les bonnes pratiques ailleurs. En fait, ils ont une agilité que nous n'avons plus aujourd'hui. La flexibilité aussi. L'adaptabilité qu'on a pas aujourd'hui. L'adaptabilité, la flexibilité. Et puis, il y a ce bond technologique qui font qu'on a des pays, par exemple, dans le numérique, les pays baltes sont très à la pointe, beaucoup plus à la pointe que nous. Je crois qu'il y a trois exemples. Il y en a deux européens et un nord-européen. Les deux européens, c'est évidemment l'Estonie, qui est bluffante. Qui invente un mode de gouvernance formidable. Tout le monde a lu des trucs là-dessus, donc on ne va pas y revenir. Le deuxième, j'insiste, c'est les Pays-Bas, parce que regardez le système de santé aux Pays-Bas, comment est son architecture, et vraiment le travailler sérieusement, et c'est passionnant, et il y a vraiment des choses à apprendre pour notre pays. Et le troisième pays, il n'est pas européen, enfin pas encore, c'est le Rwanda. Je sais qu'il y a la ministre de la Santé du Rwanda qui va parler cet après-midi, et c'est un pays absolument formidable. 93% de la population rwandaise est assurée, à des coûts tout à fait adaptés, et avec une modernité des investissements, des transports de médicaments par drone, etc., une zone numérique. Donc, 3 pays à regarder. Vous noterez que c'est 3 petits pays. Oui, et qu'une des leçons qu'on a apprises dans ces 20 dernières années, c'est que les systèmes de santé sont bien gérés quand ils sont régionalisés. Ouais. La grande nouveauté du NHS britannique, qui était quand même la vieille dame de l'Europe, c'est de s'être régionalisé et du coup de s'être ouvert un peu à la médecine libérale, etc. Et tout ça. Donc de ne plus penser des systèmes monolithiques nationaux, mais des systèmes régionaux, coordonnés, avec des autorités de santé publique, parce que ça me paraît quand même le minimum, et de s'inspirer de ces petits pays. Ce sera effectivement un des enjeux de Santé 2022 en France, c'est d'arriver à désinstitutionnaliser la santé, c'est-à-dire que de ne plus arriver à être que dans du descendant, mais laisser effectivement l'autonomie, notamment aux régions, pour pouvoir mettre en place leur propre politique de santé. Et la flexibilité. La flexibilité. On imagine bien que les problèmes de prévention ne sont pas les mêmes dans le nord de la France que dans la région PACA. Donc il est évident qu'il faut adapter et pas penser que national. Nicolas, un dernier mot. Puis vous allez libérer les initiatives si vous faites ça. Moi je pense qu'en France, on a essayé de déconcentrer la santé, mais en fait on ne l'a pas vraiment. Déjà la déconcentration, ça ne marche jamais bien, parce qu'en fait on recrée des espèces de pôles de centralisation qui finissent par remonter à Paris. Locaux. Exactement. Mais je suis très sensible à cette idée de décentralisation. Malheureusement, on n'en prend pas véritablement le chemin, et donc là je crois qu'on a vraiment une pédagogie à faire, et c'est un message très positif à envoyer aux acteurs du système de santé qui se sentent toujours un peu attaqués quand on essaie de changer les choses, mais au contraire l'idée c'est de leur dire on vous fait confiance, au fond c'est vous qui savez ce qu'il faut faire mieux que nous, donc on va vous donner la possibilité d'essayer des trucs. L'idée, c'est que vous êtes responsable. Et bien sûr. Et donc, parce que la liberté, c'est la responsabilité. Et donc, la marche tient à vous et pas forcément à un système complètement descendant. Mais exactement. Et puis, il y a un moment où il faut quand même croire un peu dans la liberté. Alors, tout ne fonctionnera pas. Eh bien, on ira là où ça fonctionne. C'est pas grave.
d'où l'importance de l'expérimentation, y compris en ayant de droit à l'erreur. C'est-à-dire avançons, quitte à voir si on se fait une erreur, de pouvoir revenir en arrière éventuellement. Un droit à l'erreur régulé, hein, parce qu'en matière de santé, il ne faut pas non plus se tromper tout le temps. D'accord, c'est la régulation. Ça peut être fatal. En termes d'exemple, l'Estonie a été mentionnée, donc dans un domaine différent. L'Écosse, Europe, on verra jusqu'à... Mais l'intégration entre la santé et les soins de longue durée et les sociales. Quand on parle effectivement de tous les enjeux pour le futur, le vieillissement de la population, le fait que les déterminants de la santé sont au dehors de la santé, l'Écosse a fait vraiment des efforts pour chercher de mieux intégrer, que ce soit en termes des données, mais en termes aussi des pratiques des professionnels de santé et sociale, pour vraiment avoir un continuum de services qui va un tout petit peu au-delà simplement des domaines santé proprement dit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous rendons l'antenne avec 10 secondes d'avance. Merci beaucoup à tous. Bravo. Merci à toi.